J'occupe ce une pièce du quartier nord, tout près du ministère où je travaille. Depuis quelque temps, je n'habite plus seul. Crise du logement oblige. Je sous-loue mon lit et à l'occasion mon lavabo à 2 fonctionnaires qui, comme moi, font les 3-16. Pour pouvoir optimiser l'occupation des logements, l'habitation, elle, est soumise au 3-8, ce qui veut dire que toutes les 8 heures, le locataire change. 8 heures de repos, 16 heures d'activité, dont 13 heures de travail, 2 fois 1 heure de mise en place à répartir à notre convenance, comprenant les voyages, habillage ou déshabillage et pointage, ainsi qu'1 heure laissée à la discrétion du salarié. En 48 heures, chacun de nous 3 a donc vécu sa journée. Enfin, c'est-à-dire un cycle. Je me demande si l'on gagne ou si l'on perd du temps à vrai dire. Peut-on dire que l'on gagne du temps si une journée s'étale désormais sur 2 ? L'espace doit-il primer sur le temps ? Car si le temps s'étale, l'espace, lui... Pourrait-on dire que le temps est relatif et l'espace objectif ? Bref, je dérive. Plutôt digresse. Car je prends du temps en parlant, pas de l'espace. Quoique, dans mon esprit, c'est bien de l'espace qui est occupé par ces pensées. Et quand je les transmets, je prends du temps, mais aussi de l'espace dans la tête de mon interlocuteur. Ha ! Et tous les 4 mois, nous changeons de tranche horaire. 1 fois par an, nous avons 1 mois de pause. Dans les villes de vacances, le rythme est plus calme et l'espace moins partagé. Nous partageons les habitats avec seulement une autre personne ou famille. Et nous sommes tous sur les 2-12. Et tous les ans, nous nous décalons d'1 mois. C'est-à-dire que si vous êtes en congé en mars, l'année suivante, ce sera en avril et tout à l'avenant. Pendant ce mois d'absence de l'un ou l'autre, le salarié et colocataire absent est remplacé. Le remplaçant est affecté à un logement. Il remplacera donc les 3 colocataires et doit pouvoir exercer toutes leurs activités, jouer tous leurs rôles, en public comme en privé. Les remplaçants sont hautement qualifiés et extrêmement flexibles. Ces postes-là sont très prisés, la sélection rude. La productivité de notre société est fortement enrichie par ce fonctionnement, il faut le reconnaître. Mais je dois dire que le temps me semble manquer un peu d'espace. Un espace où il pourrait s'étirer, passer, glisser. Un temps pour rien, où on pourrait tout faire. Y compris rien. Y penser au moins.
m'inquiète de ce manque d'espace car je constate que plus le temps passe et moins je parviens à laisser mes songes sous l'oreiller. Ils sont partout avec moi, se font même parfois passer pour vrai, c'est-à-dire que je ne distingue plus que difficilement, comme si au matin, ils n'avaient pas leur compte. Il faut dire que j'ai une tendance à rêver abondamment, de plein de choses, de gens, de lieux et même de mes propres rêves. Ces derniers temps, il m'arrive d'imaginer que les rêves pourraient se rebeller, que la foule des habitants de nos nuits pourrait se soulever et réclamer son temps d'existence. Que se passerait-il si ceux que nous rencontrons la nuit nous retenaient loin du réveil, ou bien s'inviter dans le grand jour ?
Ah, une boîte d'allumettes. Quoi? Je dis que notre chambre, c'est une boîte d'allumettes. Combien fait-elle, à ton avis? 8, c'est quelques. C'est ce que nous a attribué la commission de révélation des surfaces. Regarde, j'ai calculé un truc. Tu permets? Alors, porte à coin supérieur opposé. Porte à coin supérieur opposé. Porte Porte à coin supérieur opposé. Porte à coin Alors supérieur opposé. T'en as pour 134,12. 134,12. Coin supérieur opposé à tiroir. 134. Ah, tiroir. T'en as pour 68,7. Combien? 68? 68,7. 68,7. 68,7. Ensuite, tiroir à lampe. 68,7. 7 avec 72,6. 72,6. Lampe à coin supérieur opposé arrière. Supérieur opposé. Et mais vous voulez dire 82,5. 82,5. Coin supérieur opposé arrière à pied de lit. 2,5. On n'a pas 8? Pied de lit. 112,8. 112,8. Pied de lit à tête de lit. 113 tourons. 113 tout rond. 113 Tête de lit à l'encre. 113. Tête de lit lampe. Tête de lit lampe. Tête de lit Vous avez mis des Tête barres. de lit lampe. 84,6. 84,6 et lampe à coin de table. 84,6. Poids de table, t'en as pour 83,2. 83. Ce qui nous donne 4 mètres carrés tout au plus. C'est un peu juste, n'est-ce pas? Bon bah oui, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut essayer de se mordre le coude. Hein? Écoute-nous. On a une proposition. C'est encore confidentiel. Il paraît qu'à l'étranger, de grandes firmes internationales essaient de s'approprier le brevet en sous-main. Mais pour le moment, ici, personne n'en a connaissance. Il s'agit d'un projet développé par l'OESPO, l'ouvroir d'espace potentiel. Il s'agit de, c'est encore un secret, hein, la superficine. La superficine. La superficine. Oui, la superficine. C'est une solution qui permet de faire grandir les pièces. Intéressant, n'est-ce pas? Tiens, il faut juste une signature là. Un stylo? Un stylo, en voilà un. Colonne 3. Ici. Parfait. Fais attention, ne laisse pas ça ouvert. En cas de réévaluation des surfaces, tu serais condamné. Pour quel motif? Recel de tiroir mal fermé. Ça peut te mener loin. Ah mais c'est toi qui l'as ouvert en mesurant. Ouais, mais on est chez toi. C'est pas juste. Non. Au fait, t'as essayé Quoi? de te mordre le coude?
C'est alors que tout commence. Sa main reste longtemps tendue à tâtonner dans le vide. Il n'y a ni réveil, ni table. Il ouvre aussitôt les yeux. Une fraction de seconde plus tard, il est assis sur son lit à examiner avec désarroi sa chambre. La table, qui est habituellement là, juste à son chevet, a reculé au milieu d'une pièce vaguement connue, vaste mais biscornue. Toutes les affaires sont les mêmes. Le tapis, élimé et étriqué, qui, tout comme la table, a glissé un peu plus loin, les photographies, le tabouret, les motifs jaunes de la tapisserie, mais elles sont curieusement au large dans la chambre dont les dimensions se sont multipliées. Il se met aussitôt à agencer les meubles dans le nouvel espace. Il lui vient aussitôt à l'esprit que ses pas peuvent être entendus, là-bas, de l'autre côté du mur, sur la gauche, sur la droite, par derrière. Après 1 minute d'immobilité, il s'incline prestement et ôtant ses souliers, il s'abandonne aux délices de la promenade, marchant silencieusement en chaussettes. Puis, un sourire triomphant mais un peu effaré aux lèvres, il fait le tour de sa nouvelle demeure, presque passé au carré de sa surface. En examinant soigneusement chaque détail, il remarque avec désappointement que la pièce n'a pas grandi tout à fait régulièrement. L'angle extérieur est devenu obtus et a poussé la cloison en biais. Malgré tout le soin avec lequel il avait passé le badigeon, l'expérience donnait des résultats quelque peu inégaux. Puis, les mains croisées derrière le dos, il essaye de marcher de long en large. C'est possible.
Qui est là? Ouvrez la porte, pourquoi vous êtes enfermé là-dedans? Commission de réévaluation des surfaces. On veut juste faire la réévaluation. Ouvrez, s'il vous plaît. Vous pouvez pas laisser les gens dormir tranquilles, non? S'il vous plaît, madame, laissez-nous faire notre travail. J'arrive, je m'habille. J'arrive. J'arrive. Voilà, mais il fait noir chez vous. Vous pouvez pas allumer la lumière? Ça a grillé. Et pas une allumette, on veut juste regarder à l'intérieur, c'est le règlement. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? S'il vous plaît, madame. 8 mètres carrés, il faudra les voir 8 fois? Madame, c'est le C'est règlement. pas parce que vous mesurez que ça va en rajouter, hein? C'est une personne calme qui est rentrée chez elle après son travail, qui voudrait se reposer, et vous, vous êtes là à mesurer, remesurer, vous réveillez tout l'immeuble avec beaucoup de poids et traîner sur cette porte qui a 8 mètres carrés. Oh, c'est bon! Appartement dans tout- Taisez-vous! Bon, on repassera demain. Et tâchez de réparer la lumière d'ici là. Merci. On est chaud, non? Si vous trouvez tous les trois ici, là. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Comment? Comment ça se fait que vous soyez là? Vous êtes pas au boulot? Bah si, on travaille là. Comment ça? Mais qu'est-ce qu'on fait? On trie les palourdes? On joue, non? On est à la 32e minute du spectacle. Bonsoir. C'est un spectacle? Excusez-nous une seconde, hein. Toi, tu t'appelles Julius, et t'as le rôle principal de cette pièce. Ça tombe bien, non? Quoi? Bah, qu'on soit encore dans une pièce. Pourquoi? Bah, parce que là, on a quand même bien entamé la nôtre. Non? Ok, je comprends. Mon rêve a pris la forme d'un spectacle, c'est ça? Non, c'est plutôt l'inverse. C'est ce spectacle qui essaye de raconter ton rêve. Ah ouais, non, mais c'est super logique que tu dises ça. Mais dans l'histoire de tout à l'heure, celle du début du spectacle, Oui. avec les 3-8, tout ça, là, Oui. vous êtes pas censé être au boulot, là? Ah, si! C'est sûr, c'est pas normal. Oui, c'est vrai que c'est complètement improbable. On n'est pas du tout censé être tous les trois en même temps ici. Vu l'incongruité de la situation, je pense qu'on est dans un rêve. Quelle perspicacité, c'est ce qu'on vient de dire, hein. Ah non, mais c'est ça, mais... En fait, j'ai dû m'endormir dans mon rêve aussi. Aïe, mais arrête. Mais alors attends, qu'est-ce qui te fait dire que c'est lui qui rêve? Pourquoi on serait pas dans mon rêve ou dans le tien? Je rêve d'un spectacle qui raconte mon rêve. Rêve dans lequel je comprends que mon rêve d'aujourd'hui a pris la forme d'un spectacle qui lui-même raconte... Mais si c'est un rêve dans lequel je sais que je rêve, pourquoi j'ai peur là tout à coup? Parce qu'on n'est jamais sûr de ressortir d'un spectacle vivant. Écoute, ça continue. Il se déshabille doucement et s'allonge. Il est réveillé par une sensation d'inconfort.
Il se redresse en s'appuyant sur une main et de l'autre tâtonne. Le mur a disparu. Il regarde par terre, il se dirige vers l'autre angle, si c'est encore un angle et s'il est toujours là. Il n'avait pas prévu cela. La superficine continuait à agir. Les lattes du plancher tendues par des fils invisibles se mettent dès le premier pas à résonner comme les tuyaux d'un orgue. La pièce, distendue et monstrueusement bouleversée, devient inquiétante, bouleversante. Les dents serrées, il se glisse hors de son lit et tout en s'efforçant de ne pas faire de bruit, il ramène précautionneusement d'abord les pieds avant du lit, puis les pieds arrière vers le mur qui se dérobe. Un frisson lui parcourt le corps. Il reste seul, les jambes chancelantes et cotonneuses dans l'obscurité quadrangulaire qui sans répit croît et se dérobe. Ils viendront de nouveau, ceux de la réévaluation, de la sous-évaluation, ou qui sait encore. Mieux vaut réfléchir en marchant d'un carrefour à un autre. Il s'habille rapidement et sort. La nuit tombe, le vent se lève, il agite les branches nues et transit des arbres, secoue les ombres, mugit dans les fils électriques et tape sur les murs comme s'il voulait les faire tomber. Se protégeant des assauts du vent, il marche, tour à tour, s'enfonçant dans l'obscurité ou plongeant dans la lumière des réverbères. Soudain, quelque chose de doux et de tendre entre les secousses brusques du vent lui frôle le coude. Il se retourne. Sous des plumes battant contre un rebord sombre, un visage familier aux yeux plissés et moqueurs. Et une voix à peine audible dans le fracas de l'air. Lamente. Allez-vous finir par me reconnaître? Où donc regardez-vous? Et me saluer, comme ça? La frêle silhouette, ployée par le vent, juchée sur des talons fins et sûrs, exprime tout entière l'indépendance et la pugnacité. Julius incline la visière de sa casquette. Julius, vous deviez partir, et vous êtes là. Donc, un obstacle? Lamente. Oui, ça. Il sent alors un doigt de daim s'enfoncer sous son cœur, puis regagner aussitôt son manchon d'origine. Il cherche sous la danse de plumes noires les prunelles étroites, et il lui semble qu'un regard de plus, un frôlement de plus, un coup sur sa tempe brûlante, et tout se décrocherait, s'envolerait et disparaîtrait. Pendant ce temps-là, elle approche son visage du sien et lui dit « Allons chez vous, comme avant. Tu te rappelles ?» Elle va chercher la main qui vient de se retirer et s'y accroche fermement de ses doigts de daim. Aussitôt, tout s'effondre. « Chez moi, c'est impossible. Chez moi, ce n'est pas bien. Vous voulez dire que c'est petit? Dieu, que vous êtes drôle. Plus c'est petit, ou peut-être que vous ne... » Julius est déjà reparti. Il se retourne. La femme se tient à la même place, serrant son manchon contre sa poitrine comme un bouclier. Un tremblement crispe ses étroites épaules, le vent insolent lui souffle sous la jupe et relève les pans de son manteau. Plus tard, on verra ça plus tard, mais maintenant... Et, accélérant, Julius s'en retourne d'un pas décidé. Oui, maintenant, pendant que tout le monde dort, rassembler mes affaires, le strict nécessaire, fuir. La porte sera ouverte.
La parole est à l'accusation. Dans un monde où cruel est le manque d'espace, cet homme avait, c'est évident, beaucoup trop de place. Gâcher de l'espace quand d'autres en sont démunis. Voilà bien un forfait qui doit être puni. Mon client, il est vrai, a commis faute grave. Mais jugez-en vous-même, il n'en est pas moins brave. Avouant avoir omis de fermer ce tiroir, il reconnaît son crime et ne fait pas d'histoire. Quand on a un réduit aux justes dimensions, à fermer son tiroir, on fait bien attention. Si ce n'est pas le cas, l'espace devient un luxe, et de ceci, assurément, je m'en offusque. Étant donné les faits qui lui sont reprochés, et au vu du dossier, le jury a tranché. Le présumé coupable est bel et bien coupable, et d'une lourde peine devrait être redevable. Le jury, cependant, au repentir veut croire, et indulgent sera pour une fois bonne poire. En vertu de l'article 10 du Code pénal, du paragraphe 36, Code de l'espace vital, de l'alinéa 9 au sujet des tiroirs et du tiret 23 des tiroirs des armoires, nous condamnons Julius présent ici ce soir au châtiment suivant, il rejoindra la gare. Bravo, Bravo, c'était super. bravo, merci beaucoup. Ouais, ça vous dit Merci. on se fait un petit resto? Mais bien sûr, Ouais, je vous invite. mais bien sûr. Bravo. J'ai très envie de Belle plaidoirie, viande. Oui, Ouais, super. Ouais, oui, joli. Merci beaucoup. j'ai mis mes tripes. Vous êtes sur la prochaine enchaîne. Ouais, ok. Je me cherche des ficelles, du coup, tu veux? Des ficelles, oui, tu peux faire. Hop, très bien. Je mets tout en vrac, mais je rembobine après, ok? Ouais, volontiers. On sort le Thomas. Ah ouais, ça, ouais, cher. J'ai une blague, j'ai un monsieur, madame. Non. Ah bon, vas-y. Alors, monsieur et madame. Attends. Mais c'est ça, monsieur et madame Hulé sur le schluch ont deux fils. Hulé sur le schluch. C'est trouvable. Oui. Si, c'est trouvable. Ah. C'est pas sur le schluch. Ouais. Je vais donner un fils déjà. Je donne un fils. Pourquoi il y en a plusieurs? Il y en a deux. Alors, il y en a un qui s'appelle Yann. Il s'appelle Thomas. Moi j'ai fini, est-ce que quelqu'un a besoin d'aide pour un truc? Ouais, il y a une chips. Là, il reste lui derrière les chips. Yann et Alain. Yann et Alain.
est sur le chluche. Non, c'est pas ça. Fanny, t'as une idée? Bon, là, je sais pas. C'est prêt? On est bon? Ouais, non. Ah, vous voilà enfin. Nous n'attendions plus que vous. Le spectacle va pouvoir commencer. La place numéro 56 vous est réservée. C'est ici. Voilà le programme. Lisez-le. Le Théâtre des Opérations présente la pièce par la Société des auteurs avec Julius. La Société des auteurs invite le spectateur à l'unique représentation de la pièce. Elle se joue devant un unique spectateur, celui-ci devenant acteur. Julius, merveilleux dans son propre rôle. L'acteur-spectateur, pris au piège, parviendra-t-il à rester lui-même? C'est le fantastique suspense auquel l'unique spectateur est lui-même convié. Certains suspecteront là un concept élitiste. Mais comment ne pas s'incliner devant cette tentative courageuse de renouer avec le renouveau du nouveau théâtre? Sans nul doute, cette pièce arrive à point nommé pour infirmer les critiques de ses détracteurs. Car quand bien même l'action serait critiquable, l'intention n'en reste pas moins fortement imprégnée d'héroïsme, si l'on en juge par les difficultés d'ordre financier auxquelles se heurte actuellement le grand théâtre des opérations. Avez-vous fait bonne route, monsieur? Surtout répondez oui à toutes les questions. Les scénaristes sont très nerveux en ce moment. Oui, Vous avez été choisi pour être l'acteur principal de la pièce. Votre rôle sera capital dans cette histoire. oui, mais pourquoi moi? Pourquoi? Êtes-vous devenu fou? Vous ne mesurez pas la portée de votre question? Vous risquez de tout dérégler. Mais quoi donc? Mais tout le processus, l'histoire, l'intrigue, le mystère. Les grands scénaristes sont des professionnels méticuleux. Vous avez semé le doute dans leur esprit. Le réveil. Le réveil. Mais alors vous rêvez. Pourquoi ne m'avoir pas prévenu? Réveillez-vous. Vous êtes endormi à votre jugement. Ah oui.
J'ai dû rêver. Vous avez été condamné à rejoindre la gare. Ne perdez pas de temps, vous avez de la route à faire. Vous devez traverser le rien. Et traverser le rien, ce n'est pas rien. C'est la gare là-bas, plein sud. Vous pouvez pas vous tromper, c'est toujours tout droit. Combien de temps faut-il pour la rejoindre? Comment? Comment ça, combien de temps? Combien d'heures? D'heures? Écoutez, je suis concierge de la porte sud. Pas un spécialiste des grands nombres. Allez, au revoir et bonne route. Combien de temps? Elle est bonne, celle-là. Ah, il y en a qui doutent de rien. Et si l'on imaginait un pays, un monde, où les idées collatérales, qui vivent en bordure de crâne, viendraient de temps à autre faire un tour dans les chapeaux, sous leurs revers de cuir, comme ça, en voisine, des petites idées de rien du tout, dont la pensée ne remarquerait même pas l'absence quand elle serait passée de la tête à la coiffe. Et alors... Non. Fausse route, bifurcon. Si l'on supposait que notre cerveau en couvre un autre, comme un chapeau une tête, et que le second, celui qui, au fond, réfléchit vraiment, soulève poliment ma pensée chaque fois qu'il croise... Vos songes, s'il vous plaît. Pardon? Veuillez présenter vos rêves, je vous prie. Les rêves? Vous n'en avez pas? Je n'ai vraiment pas de chance. Vous êtes le seul passager de ce train et vous n'en avez pas. Vous allez où? Alors ça, j'aimerais bien le savoir. Votre nom? Julius. Quoi? Et dis donc là, dépêchez-vous, hein. Restez pas réveillés, vous allez rater la correspondance. Il n'y a pas le choix. Julius se lève. Ses jambes lui paraissent légères et cotonneuses. Sa serviette sous le bras molle et élastique, comme un oreiller battu pour la nuit. Un peu plus loin, un train. Julius s'avance dans l'obscurité vers la colonne d'étincelles qui jaillit de la locomotive haletante. Les wagons, toit bas, marche articulée comme il ne s'en fait plus depuis longtemps. Un coup de sifflet, strident comme un cri de grillon, transperce les ténèbres. Julius trébuche sur la marche, se rattrape à la poignée et saute dans le wagon. Les tampons claquent dans un bruit de timbales. Le train s'ébranle. Peu à peu, les roues prennent de la vitesse et les rails se déroulent tels du fil qui se dévide de bobines tournant à toute allure. Les ressorts déformés des wagons gémissent en passant sur les joints. L'air déchiré par la locomotive souffle par toutes les fissures. Le train a devancé la nuit et glisse déjà dans la lumière bleue de l'aube qui brandit derrière lui
angles et courbes confondus par la vitesse. Julius parvient à appuyer sa main contre la paroi qui s'échappe et tire la languette de cuir. La vitre glisse avec un petit sifflement. Un vent doux, humide et tropical le frappe au visage. Dans le ciel teinté d'azur, des arbres aux formes étranges se serrent çà et là sur les collines, faisant onduler leurs troncs nus et écaillés, couronnés par de gigantesques feuilles vertes. Des palmiers. La pensée vient, avec la brise, lui caresser le front. Julius ne parvient pas à comprendre. Comment cela? Des saules des marais, des bouleaux frissonnants, des conifères hérissés, et voilà soudain que... Mais le train a visiblement une demi-pensée, un demi-tour de roue d'avance sur la logique. Et puis il y a ce vent chaud, comme un coup d'aile sur l'âme. À travers les nuées d'étincelles de la cheminée passent des volées d'oiseaux bigarrés, dont les cris et craquements retentissent à l'oreille. Par la fenêtre ouverte, entre tantôt le grondement d'un éboulis lointain, tantôt un bruissement de cordes arrachées par le vent à une table d'harmonie invisible. Une senteur d'herbe mystérieuse, amère et épicée envahit les narines. Un papillon est soudain porté dans le compartiment par une bouffée d'air bleu et bat de ses petites ailes froissées au-dessus du filet à bagages. Julius le reconnaît. Un Urania ripheus, une espèce tropicale qui ne franchit jamais le 20e parallèle. La page ouverte d'un ouvrage d'entomologie et ses planches colorées surgit dans sa mémoire et repart se cacher aussitôt sur la reliure. Julius s'aperçoit que le train ralentit. Les parois échauffées des wagons continuent par inertie à brinque-baller. Les grincements des ressorts se font plus graves et plus espacés. Les formes dans l'encadrement de la fenêtre, plus lentes et plus précises. Les roues passant sur les joints résonnent sous l'arche d'un pont. Le claquement d'un aiguillage. Un long sifflement. Comme un fil qui se rompt. Le soupir asthmatique, puis le cri de la locomotive. Et les marches dépliées au-dessus du sol. Julius regarde autour de lui et descend sur le quai. Le long des murs de verre, tout est désert, silencieux.
présent, nous avons été contraints de vivre entre deux éveils, dans les synapses, dans les fissures obscures, dans un misérable tiers de la vie. Il est temps que tête et oreiller changent de place. Jusqu'ici, leurs bouches ont ronflé sur nos oreillers, mais à présent, c'est à nous de les faire râler en les étouffant dessous. Il est temps d'en finir, l'heure a sonné. Nos nuits, qui sont légions, ont accumulé suffisamment de rêves pour affronter l'armée des faits, l'attaquer et la mettre en déroute. L'offensive se déroule comme suit. Nous prendrons la réalité en tenaille, nous la réduirons sur les deux flancs, et de réalité, nous ne laisserons que L.I.T. Si un homme faisait chaque fois le même rêve, et se réveillait chaque fois parmi des gens et dans des lieux différents, alors la réalité lui semblerait un rêve, et le rêve aurait toutes les apparences de la réalité. Mais depuis peu, la situation s'est brusquement changée en notre faveur. Presque tous les jours, la presse matinale nous alimente de nouvelles réalités. Nous briserons les faits. Nous tacherons de noir le soleil. Nous endormirons l'idée même de l'éveil. Et si celui-ci proteste, nous lui crèverons les yeux. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Comprendre, c'est rigoureusement interdit. Les rêves aussi ont le droit de rêver. Allez-vous-en. Il est pas là? Qu'est-ce qui se passe? Il est pas avec toi? Bah non. Il est pas avec toi? Bah non. Bah, attends, mais je pensais qu'il était avec toi parce que tu étais censé venir le réveiller. Oui, je suis venue le réveiller. J'ai même crié réveille-toi. J'ai crié fort, de plus en plus fort. 3 fois. Rien. Il m'entendait pas. Il devait rêver trop fort, une fois de plus. Quel type de rêve? Du sérieux. Je dirais 8 sur l'échelle des chairs. Je suis entrée, il avait disparu. Nous voilà bien. Perdre le héros peut avoir des conséquences incalculables. Maintenant, on est en roue libre. Qu'est-ce qu'on va faire sans héros? Une histoire sans héros, c'est encore une histoire. À choisir, je préfère un héros sans histoire à une histoire sans histoire. C'est la fonction qui fait le héros ou le héros qui fait la fiction? Il ne peut pas ne pas y avoir d'histoire. Sans histoire, pas de temps. Sans temps, pas d'espace. Et sans espace,
pas de matière, or, nous sommes bel et bien là. La vraie question, c'est de savoir si notre histoire à nous, les seconds rôles, a une légitimité malgré l'absence du héros. Second rôle, parle pour toi. Cette fois-ci, j'ai rêvé si fort que j'ai détraqué le cours des choses. L'histoire semble avoir dérapé. Le rêveur que je suis, que je joue aussi, a été chassé de son propre rêve. Allez-vous-en, lui a-t-on dit. Les rêves n'ont pas envahi ses jours pour gagner du temps, comme je le redoutais, mais ont fait le choix de l'espace. Les rêves ont pris toute la place. Ils ont tout leur temps. Ils ne sont plus soumis à l'alternance des cycles. Ils sont autonomes. Ils ont mis en orbite le rêveur qui dort alors d'un sommeil infini. Je suis témoin de ma propre inexistence. Je suis là, mais ils ne me voient pas, ne m'entendent pas. Eux continuent de jouer le spectacle de mon rêve et ne savent pas qu'il s'agit de l'inverse. C'est moi qui rêve d'un spectacle. Un spectacle dans lequel je ne suis plus. Enfin, je crois. Mais si je pense ici tout en n'existant pas, est-ce que j'existe ailleurs sans penser? Cette absence de structure, ce manque de contexte, c'est évident, nous sommes dans le rien. Le rien, c'est un genre de vide, mais qui s'étale dans le temps. Ah, c'est pour ça qu'il continue de ne rien se passer. Mais le fait que nous pensions, que nous réfléchissions à l'absence de choses, c'est déjà quelque chose, hein. Oui, mais c'est un peu maigre comme rebondissement. Toujours rien. C'est comme si le temps bégayait. Vous avez remarqué, il ne se passe pas un instant sans qu'il ne se passe rien. C'est remarquable en effet. Parler pour ne rien dire ne nous avance à rien. Improvisons. T'as une idée? Non. Mais c'est ça qui est intéressant. Cette absence d'aventure, dans un monde programmé pour l'aventure. Voilà la véritable aventure. L'optimisme m'effraie. Tout est à reconstruire. Repartons de rien. Moi je dis qu'on est forcément quelque part. Ça vous rassurerait? Je vous rassure. Dans le rien, on est partout quelque part. Comme nulle part ailleurs. Vous connaissez le principe d'incertitude? J'en suis pas certain. Eh bien, quand tu sais où tu es, tu ignores où tu vas. Et quand tu sais où tu vas, tu ignores où tu es. Et quand tu sais ni l'un ni l'autre? Ne rien savoir du tout, ça, c'est une certitude. Ah bah, En principe. nous voilà bien avancés. Rassurons-nous, tant qu'on parle, il se passe quelque chose. Oui, mais n'est-ce pas un leurre? Je veux dire, avec le silence, n'avez-vous pas l'impression qu'il se passe tout autant quelque chose? Ouais. Mais moins. Bon. Si on reprenait au moment où on l'a perdu. Qui l'a vu en dernier? Moi, Qu'est-ce que tu lui as dit? allez-vous-en. Pourquoi tu lui as dit ça? Bah, parce que c'est écrit comme ça. Oui, mais alors c'est normal qu'il soit parti? Non mais c'est un texte. Il n'est pas censé partir pour de vrai, t'imagines? Et vous vous souvenez tout à l'heure? Il a dit « Mon rêve a pris la forme d'un spectacle ». Ouais. Et ça m'a paru étrange.
Donc, ça veut dire qu'il pense qu'il est dans un rêve et pas dans un spectacle. D'où la possibilité pour lui de partir quand on lui dit « allez-vous-en ». Oui, mais il est forcément quelque part, parce qu'en vrai, on est dans un spectacle, donc même s'il ne croit pas... Attendez. C'est peut-être prévu en fait. Quoi? C'est prévu là, ce qu'on dit? Dans le rêve ou dans le spectacle? Comment savoir? Ah, il faudrait revenir demain pour voir s'il se passe la même chose. Exactement. Ou pas. Là, c'est prévu. C'est prévu dans le spectacle dans lequel on est, dans le rêve de Julius. Et dans ce rêve se passent des choses imprévues, imprévisibles, voire improbables, mais dans le spectacle, non. C'est pas censé être un spectacle vivant? Vivant veut pas dire aléatoire. Il a peut-être fait un putsch. Là, c'est pas un putsch, hein, c'est un abandon. Attendez. Olé! Ça va mieux. Ouais, ça a l'air. Tu peux nous expliquer ce que tu viens de faire? Oui. Comme le héros n'est pas là, j'en profite. J'ai fait un solo. Ah, bah oui. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait que lui qui fasse ce qu'il veut, alors. Mais, allez-y, hein. Franchement, c'est cool. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une fin à ce spectacle, que les gens, puissent rentrer chez eux, il faudra une sorte de cohérence dramaturgique et donc des nouvelles du héros. Mesdames, messieurs, le héros a disparu. Vous pouvez rentrer chez vous, fin du spectacle. Ben non, Merci. mais non! Fanny, tu rallumes? Fanny à la lumière, bravo, merci. Faut qu'on le récupère, pardon, c'est trop facile. Lui, au début, il dit qu'il cherche un temps pour ne rien faire. Ça me semble cohérent, je pense qu'il l'a trouvé. Sauf que nous, là, maintenant, on est coincés dans son rêve. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose de faire un putsch. Moi aussi. Je vais me concentrer sur le début du spectacle. D'où on est parti, d'où ça a commencé. Et je vais rêver de lui et de vous. Comme ça, il sera obligé de rappliquer. Et vous avec. On bifurque, vous comprenez, on change de rêve. Si c'est moi l'héroïne, c'est moi qui décide. Ouais. Allez hop. Hop, quoi hop? Hop, début du spectacle. Tu fais ton violon, tu mets ton lit. Tu reconstruis la boîte.
Et moi, je me concentre. On fait mon rêve. Ça devrait te faire revenir.